On m'a dit qu'il était mort. On m'a dit qu'il était enterré. Et pendant 5 longues années, j'ai appris à vivre avec cette phrase comme on apprend à respirer sous l'eau. Le jour où j'ai reçu l'appel, je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Le téléphone a vibré sur la table, un numéro inconnu, et j'ai failli ne pas répondre. Puis, j'ai entendu cette voix. Une seule seconde a suffi. Mon sang s'est glacé, mes jambes ont faibli, et mon cœur a commencé à battre comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Cette voix ne pouvait pas exister. Cette voix appartenait à un fils qu'on m'avait juré mort et enterré. Et pourtant, elle prononçait mon prénom avec la même intonation qu'autrefois, cette légère pause avant la dernière syllabe, cette douceur retenue que seule une mère reconnaît. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 64 ans, et je vis dans une petite ville où tout le monde sait tout, où croit tout savoir. 5 ans plus tôt, on m'avait annoncé la mort de mon fils, dans des circonstances que je n'avais jamais vraiment comprises. On m'avait montré des papiers, parlé de procédures, de délais, de formalités. J'étais trop brisée pour poser les bonnes questions. Mon monde s'était arrêté net. La maison s'était remplie d'un silence épais, presque hostile. Sa chambre était restée intacte pendant des mois. Chaque objet me rappelait son absence. Chaque bruit me faisait espérer l'impossible. Le deuil m'a courbée avant l'âge. Mes cheveux ont blanchi plus vite. Mon dos s'est voûté sous un chagrin que personne ne voyait vraiment. On me disait que j'étais forte. En réalité, je survivais. Je me levais chaque matin avec cette sensation de manque absolu, comme si une partie de moi avait été arrachée. Les gens finissent par se lasser du chagrin des autres. Au bout d'1 an, on attend de vous que vous alliez mieux. Au bout de 2, on évite le sujet. Au bout de 5, on vous regarde avec pitié si vous continuez à en parler. J'avais appris à me taire, à pleurer seule, à faire semblant que la plaie s'était refermée alors qu'elle saignait encore chaque nuit. Ce jour-là, quand la voix a traversé le combiné, tout est remonté d'un coup. Mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai dû m'asseoir. Mes mains tremblaient. La voix ne disait presque rien, quelques mots seulement, comme si elle testait le terrain. Puis, la communication s'est coupée. Je suis restée là, le téléphone collé à l'oreille, incapable de bouger. Une part de moi hurlait que c'était impossible, cruel, une hallucination née du manque. Une autre part, plus profonde, plus instinctive, savait. On peut douter de ses yeux. Pas de cette reconnaissance-là. J'ai parlé de cet appel autour de moi. J'aurais peut-être dû me taire. Très vite, les regards ont changé. On a hoché la tête avec compassion. On m'a parlé de choc émotionnel, de mécanismes du deuil, de souvenirs qui reviennent. Certains ont souri avec gêne. D'autres ont été plus durs. On m'a dit que je devais accepter la réalité, arrêter de me faire du mal. Une voisine a même insinué que je cherchais de l'attention. Chaque mot me frappait comme une gifle. J'avais déjà perdu mon fils. Maintenant, je perdais aussi ma crédibilité. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. La rumeur a circulé vite. On me regardait comme une femme qui avait perdu pied. À l'épicerie, les conversations se taisaient quand j'entrais. On murmurait que la solitude m'avait rendue instable. Même certains membres de ma famille m'ont conseillé de consulter. Leur inquiétude était réelle, mais leurs doutes me détruisaient. Je me sentais humiliée, exposée, enfermée dans une douleur que personne ne voulait entendre. Et pourtant, au fond de moi, une certitude s'enracinait. Plus on me disait que c'était impossible, plus je savais que quelque chose n'allait pas. La nuit, je repassais chaque seconde de l'appel dans ma tête. La respiration, le rythme, cette façon bien précise de dire mon nom. Ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un, quelque part, jouait avec une vérité qu'on m'avait arrachée 5 ans plus tôt. Et si on m'avait menti? Et si la mort de mon fils n'avait jamais été qu'une version officielle, soigneusement construite pour que je cesse de poser des questions? Je ne savais pas encore jusqu'où cette vérité allait me mener. Je ne savais pas que ma douleur allait devenir publique, que certains allaient tout faire pour me faire passer pour folle. Mais une chose était claire, une voix que l'on reconnaît avec le cœur ne disparaît pas sans raison. Et ce premier appel n'était pas une erreur. Ce qui s'est produit après a ouvert une brèche que plus personne ne pourrait refermer. Après cet appel, ma vie s'est divisée en 2 temps distincts, avant la voix et après. Avant, je survivais dans une tristesse silencieuse, acceptée par les autres parce qu'elle ne dérangeait plus personne. Après, je suis devenue un problème. Chaque matin, je me réveillais avec cette même certitude brûlante dans la poitrine.
Et chaque soir, je m'endormais épuisée d'avoir été contredite, corrigée, ramenée à une réalité officielle qui ne correspondait plus à ce que j'avais vécu. La voix n'était pas revenue tout de suite, et cette absence a été utilisée contre moi. On disait que si c'était vrai, il aurait rappelé. On me répétait que mon esprit cherchait désespérément un signe pour ne pas accepter la perte. Je les écoutais, en apparence. Mais à l'intérieur, je notais tout. Les réactions, les silences, les refus trop rapides. J'ai commencé à fouiller dans les papiers que j'avais rangés après l'annonce de sa mort. Les documents administratifs, les courriers officiels, les certificats. À l'époque, je n'avais rien regardé vraiment. J'avais signé, obéi, suivi le mouvement, comme on suit un cortège sans voir le chemin. Cette fois, je lisais chaque ligne lentement. Certaines dates ne coïncidaient pas. Certains noms revenaient trop souvent. Un organisme intermédiaire apparaissait sur plusieurs documents, toujours au même moment clé. Ce détail m'a obsédée. Je me suis rendu compte que je ne savais presque rien des circonstances exactes de ce décès qu'on m'avait imposé comme une vérité définitive. J'ai tenté de poser des questions, calmement, sans accusation. On m'a répondu par des phrases vagues, des rappels à l'ordre, des regards inquiets. On me disait que remuer le passé ne ferait que raviver ma douleur. Pourtant, plus je creusais, plus je sentais que ce passé avait été soigneusement verrouillé. Un verrouillage administratif, froid, précis, pas une erreur, une organisation. Et cette prise de conscience m'a donné autant de peur que de force. Si quelqu'un avait pris la peine de tout construire ainsi, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher. Puis, une semaine plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, la voix n'a pas prononcé mon nom tout de suite. Elle a respiré, longuement. J'ai reconnu ce souffle avant même les mots. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait couvrir le son. Il n'a dit qu'une phrase, basse, rapide. « Maman, ne dis rien à personne. » Puis la ligne s'est coupée. Je suis restée figée, incapable de pleurer, incapable de parler. Ce n'était plus une reconnaissance intime. C'était une preuve, vivante, terrifiante. Quand j'ai raconté ce second appel, la réaction a été encore plus violente. Certains se sont mis en colère. On m'a accusé d'inventer, de chercher à attirer l'attention, de manquer de respect à la mémoire de mon propre fils. Ces mots m'ont transpercé. J'ai compris que plus la vérité se rapprochait, plus elle devenait dangereuse pour ceux qui avaient intérêt à la maintenir enterrée. Ma douleur était devenue publique. On la commentait, on la jugeait, on la diagnostiquait. J'étais humiliée, exposée, isolée, comme jamais. Dans cette solitude, j'ai pris une décision silencieuse. Je n'allais plus chercher à convaincre qui que ce soit. Je n'allais plus expliquer ce que je ressentais. J'allais chercher des faits, des traces, des personnes qui, sans le savoir, détenaient peut-être une pièce de ce puzzle monstrueux. J'ai commencé par un ancien collègue de mon fils, puis un employé administratif dont le nom figurait sur un document. À chaque appel, je sentais une résistance, une peur diffuse. Certains raccrochèrent trop vite. D'autres me demandaient de ne plus les rappeler. Ces réactions confirmaient ce que personne ne voulait admettre. Je me sentais suivie par une pression invisible. Pas une menace directe, mais une série de petits obstacles. Des dossiers introuvables, des rendez-vous annulés, des réponses qui n'arrivaient jamais. Comme si quelqu'un surveillait mes pas, attendant que je me décourage. Mais je n'étais plus la femme brisée d'il y a 5 ans. J'étais une mère à qui on avait volé la vérité. Et cette colère-là est une énergie que rien n'arrête. La nuit, je pensais à mon fils. Pas comme à un mort, mais comme à un homme retenu quelque part, obligé de se taire. Cette pensée me coupait le souffle. Je savais maintenant que s'il avait été donné pour mort, ce n'était pas pour me protéger, mais pour le faire disparaître. Et ceux qui avaient orchestré cela comptaient sur une chose, que je me taise à mon tour. Ils se trompaient, car ce que j'allais découvrir ensuite dépassait tout ce que j'avais imaginé et allait forcer la vérité à sortir au grand jour, malgré tous les efforts pour l'étouffer. À partir de ce moment-là, chaque pas que je faisais me donnait l'impression de marcher sur un sol qui pouvait s'effondrer à tout instant. Je n'étais plus seulement une mère endeuillée devenue suspecte aux yeux des autres. J'étais quelqu'un qui dérangeait. Les réponses que je recevais étaient de plus en plus courtes, de plus en plus froides. Certains anciens contacts de mon fils faisaient semblant de ne pas se souvenir de lui. D'autres baissèrent la voix dès que je prononçais son nom, comme si ce simple son pouvait attirer des ennuis. Je comprenais alors que ce silence n'était pas un hasard.
C'était une consigne. Un après-midi, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un ancien agent administratif qui avait travaillé sur le dossier de mon fils. Il avait d'abord refusé, puis accepté à condition que nous nous voyions loin de chez lui. Nous nous sommes assis dans un café presque vide. Ses mains tremblaient quand il a porté la tasse à ses lèvres. Il ne me regardait pas vraiment. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien affirmer, qu'il fallait que je comprenne la complexité de certaines procédures. Mais entre ces phrases prudentes, j'ai perçu des fissures. Il a laissé échapper un détail, minuscule en apparence. Le dossier de mon fils avait été classé exceptionnellement vite. Trop vite pour une situation aussi grave. Cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre. En rentrant chez moi, j'ai fouillé encore. J'ai passé des heures à comparer des dates, des signatures, des cachets officiels. Plus je regardais, plus une structure se dessinait. Ce n'était pas une erreur administrative. C'était un montage, une chaîne de décisions prises par des personnes différentes, chacune protégeant la précédente. Mon fils avait été déclaré mort pour que quelque chose de plus grand reste intact. Et ce quelque chose impliquait de l'argent, du pouvoir et une certitude absolue d'impunité. La pression autour de moi s'est intensifiée. Une nuit, j'ai trouvé un message anonyme dans ma boîte aux lettres. Quelques mots griffonnés à la hâte, sans menace explicite, mais suffisamment clairs. Laissez le passer tranquille. J'ai senti une peur froide me traverser, mais elle a été immédiatement suivie d'une colère profonde. On n'intimide pas une mère qui a déjà enterré son enfant une fois. On ne peut plus lui retirer grand-chose. Puis il y a eu cet appel, différent des autres. Pas la voix de mon fils cette fois, mais celle d'une femme. Elle parlait vite, comme si elle craignait d'être entendue. Elle m'a dit qu'elle travaillait autrefois dans un service lié à l'affaire, qu'elle avait démissionné, qu'elle n'avait jamais dormi tranquille depuis. Elle ne m'a donné ni nom ni adresse. Elle m'a seulement dit une chose. Mon fils était vivant et il n'était pas le seul. Cette phrase m'a coupé le souffle. Il ne s'agissait plus d'un cas isolé, c'était un système. À partir de là, tout s'est accéléré. Des informations fragmentées arrivèrent de différentes sources, toujours indirectes, toujours prudentes. Je comprenais que mon histoire dépassait largement ma propre douleur. Des personnes avaient été effacées administrativement pour protéger un schéma cruel, parfaitement huilé. Et moi, sans le vouloir, j'étais devenue une faille. Une mère qui n'acceptait pas la version officielle. Une voix qu'on n'avait pas réussi à briser. La rumeur de ma folie continuait de circuler, mais elle ne me faisait plus mal. Elle me protégeait presque. Pendant qu'on me regardait avec condescendance, je continuais d'avancer. Je notais tout, les noms, les lieux, les dates. Chaque élément renforçait une vérité insupportable. On avait volé 5 ans de vie à mon fils et on avait utilisé mon chagrin comme couverture. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé mon téléphone chargé de messages manqués. Numéro inconnu, appel silencieux. J'ai senti que je m'approchais trop près. La peur était réelle, mais elle ne me paralysait plus. Elle m'obligeait à être prudente, car je savais désormais que la prochaine étape serait décisive. Soit on réussirait à me faire taire définitivement, soit la vérité éclaterait au grand jour. Et cette fois, je n'étais plus seule à la porter. Ce qui allait se produire lors de la révélation finale allait non seulement rendre justice à mon fils, mais exposer publiquement ceux qui avaient cru pouvoir jouer avec des vies sans jamais en payer le prix. La révélation n'a pas eu lieu dans un bureau sombre, ni dans une scène spectaculaire, comme on l'imagine souvent. Elle a commencé un matin banal, sous un ciel gris, quand 2 hommes en costume se sont présentés à ma porte. Leur ton était poli, presque administratif, mais leur regard trahissait une gravité que je n'avais encore jamais vue. Ils m'ont dit qu'ils venaient de vérifier certains éléments liés à une ancienne procédure. Rien de plus. Pourtant, à cet instant précis, j'ai compris que le mur commençait à se fissurer. Les informations que j'avais laissées filtrer, les noms que j'avais prononcés, les documents que j'avais montrés à la bonne personne, tout cela avait fini par atteindre un point de non-retour. Ils m'ont posé des questions longues, précises. Je n'ai rien enjolivé. Je n'ai rien dramatisé. J'ai raconté les appels, la voix, les dates incohérentes, les silences organisés, les intimidations à peine voilées. Plus je parlais, plus je voyais leurs expressions changer. Ce que je décrivais ne correspondait pas à une mère égarée par le chagrin, mais à une chronologie froide, structurée, impossible à ignorer. À la fin, l'un d'eux a fermé son carnet lentement. Il m'a dit que certaines vérifications allaient être faites en urgence. Ce mot, urgence, a résonné en moi comme une promesse tardive.
Dans les jours qui ont suivi, la tension est montée brutalement. Les mêmes personnes qui me traitèrent de folle évitèrent désormais mon regard. Certaines institutions qui refusaient de me répondre rappelaient en soudain. Trop tard. Les pièces du puzzle s'assemblaient sans moi, désormais. Je sentais que la vérité n'était plus seulement mienne. Elle devenait publique, lourde, dangereuse pour ceux qui l'avaient enterrée. Et plus elle avançait, plus le silence autour de moi devenait menaçant. Puis est arrivé le moment que je redoutais et espérais à la fois. On m'a conduite dans un bâtiment officiel, sans me dire exactement ce qui allait se passer. On m'a demandé d'attendre dans une salle froide, impersonnelle. Les minutes s'étiraient. Mon cœur battait trop fort. J'avais peur. Pas pour moi, pour mon fils. Car si la vérité sortait, il serait enfin visible. Et être visible, après avoir été effacé, pouvait être aussi dangereux que libérateur. Quand on m'a appelé, j'ai traversé un couloir long et silencieux. Dans une pièce attenante, derrière une vitre, j'ai aperçu une silhouette assise. Mon souffle s'est coupé. Même de dos, même amaigri, même vieilli par des années de clandestinité imposée. Je savais. Mon corps a réagi avant mes pensées. Mes jambes ont tremblé. Mes mains se sont crispées. On m'a demandé de rester calme. Mais comment rester calme quand on voit, vivant, celui qu'on a pleuré pendant 5 ans? Il s'est retourné lentement. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas souri. Il a simplement murmuré mon prénom, avec cette même intonation, cette même pose que j'avais reconnue au téléphone. À cet instant précis, tout le reste a disparu. Les humiliations, les insultes, les années de doute. Il était vivant. Et cette vérité écrasait toutes les autres. J'ai pleuré sans bruit. Pas de joie explosive. Des larmes profondes, lourdes, irrépressibles. On ne récupère pas 5 ans d'un coup. On m'a expliqué ensuite. Le schéma, le montage. Mon fils avait été déclaré mort pour être déplacé, réduit au silence, utilisé comme une pièce interchangeable dans un système qui broyait les individus pour préserver des intérêts bien plus vastes. Ceux qui avaient signé, validé, classé, étaient convaincus que personne ne remonterait jamais la chaîne. Ils n'avaient pas compté sur une mère qui reconnaît une voix, même à travers la mort administrative. La confrontation finale avec les responsables n'a pas été théâtrale. Elle a été glaciale. Des regards fuyants, des phrases juridiques, des tentatives de dilution de responsabilité. Mais cette fois, les preuves parlaient. Les dates, les ordres écrits, les décisions accélérées. Chaque élément tombait comme un couperet. Ceux qui m'avaient fait passer pour folle comprenaient maintenant que leur certitude d'impunité s'effondrait devant eux. Quand je suis sortie de ce bâtiment, le monde me semblait irréel. Mon fils était vivant. Mais le choc n'était pas terminé, car ce que j'allais découvrir ensuite, en comprenant l'ampleur exacte du système exposé, allait provoquer une onde de choc public, bien au-delà de notre histoire. Et ce dernier chapitre allait forcer chacun à regarder en face ce qu'il avait préféré ignorer pendant des années. Les jours qui ont suivi ont été comme une longue traversée entre 2 mondes. D'un côté, la vérité enfin mise au jour. De l'autre, les conséquences qui tombaient, lourdes et irréversibles. L'affaire a rapidement dépassé le cadre administratif. Les médias se sont emparés du dossier. On parlait de falsification, de disparitions maquillées, de vies sacrifiées pour protéger un système froid et parfaitement organisé. Mon fils n'était plus un simple nom dans un dossier classé. Il devenait la preuve vivante d'un mensonge collectif. Et moi, la mère qu'on avait traitée de folle, j'étais désormais entendue, citée, respectée. Les responsables ont tenté de se défendre. Certains ont parlé d'erreurs, d'autres de procédures mal interprétées. Mais face aux documents, aux témoignages, aux dates irréfutables, leurs mots perdaient toute consistance. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas leur chute, mais leur silence final. Plus personne ne me regardait avec condescendance. Plus personne ne parlait de délire ou de chagrin mal géré. La vérité avait changé de camp, et avec elle, le poids de la honte. Retrouver mon fils n'a pas été un miracle joyeux comme dans les histoires qu'on raconte. C'était lent, fragile, presque douloureux. 5 années volées ne se rattrapent pas. Nous avons dû réapprendre à nous regarder, à parler, à accepter ce que chacun avait traversé de son côté. Il portait les traces de l'enfermement, moi, celle du deuil imposé. Mais entre nous, il y avait cette certitude indestructible. Malgré tout ce qu'on avait tenté d'effacer, le lien n'avait jamais disparu. La maison,
autrefois pleine de silence et de culpabilité, a recommencé à respirer. Pas comme avant, autrement, plus prudemment, plus consciemment. Chaque geste simple, partager un repas, entendre ses pas dans le couloir, reconnaître sa voix sans téléphone entre nous, avait une valeur immense. Et chaque fois que je pensais aux années perdues, je me rappelais une chose essentielle. Si j'avais accepté la version officielle sans jamais écouter mon instinct, tout serait resté enterré pour toujours. Je repense souvent aux humiliations, aux regards compatissants, aux mots durs qu'on m'a lancés quand j'ai osé dire que quelque chose n'allait pas. À ceux qui m'ont demandé de me taire pour mon bien. À ceux qui ont préféré la tranquillité au doute. Aujourd'hui, je ne leur en veux plus. Leur silence fait partie de l'histoire, mais il ne la définit pas. Ce qui la définit, c'est cette vérité simple. Une mère qui écoute son cœur peut faire tomber un système entier. Si je raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas pour raviver la colère, mais pour laisser une trace claire. On peut falsifier des documents, on peut enterrer des dossiers, on peut faire passer une femme pour folle, mais on ne peut pas effacer une voix reconnue par l'amour. Et on ne peut pas étouffer indéfiniment une vérité qui cherche à respirer. À toutes celles et ceux qui ont été humiliés pour avoir dit ce qu'ils savaient être vrai, à ceux qu'on a traités de dérangés, d'obsédés, d'inconsolables, ne laissez jamais les autres décider de votre réalité. La vérité peut prendre du temps, elle peut faire mal, mais quand elle revient, elle ne demande pas la permission. Mon fils n'était ni mort, ni effacé. Il avait été caché. Et aujourd'hui, plus personne ne peut nier ce qui a été fait. Si cette histoire vous a touché, écrivez « Vérité révélée ».